Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par l'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté. L'Espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté, finalement, c'est une structure qui est adossée aux hôpitaux ainsi qu'aux universités de Dijon et Besançon et dont la vocation est de sensibiliser les professionnels de santé ainsi que le grand public à l'éthique dans le domaine de la santé. Et pour ce faire, on a différentes missions, dont celle qui nous concerne aujourd'hui est la mission Rencontre et Échange, dont je la charge. Et puis, on organise des manifestations à tout public pour justement vous sensibiliser à l'éthique dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le webinaire relatif à la nutrition artificielle. Alors, il faut dire que la mise en œuvre ou la poursuite de l'alimentation artificielle pour une population en fin de vie est souvent guidée par des raisons subjectives, symboliques pour ne pas laisser mourir de faim. Ces actions sont souvent accompagnées d'une pression familiale. Des conflits donc entre les valeurs personnelles des soignants et celles du patient et de sa famille peuvent alors émerger lors de la prise de décision. En effet, l'arrêt de la nutrition est souvent associé à un sentiment d'abandon, alors qu'inversement, sa poursuite ou sa mise en place peut constituer une forme d'obstination. C'est dans ce contexte que nous vous proposons ce webinaire afin d'échanger sur les enjeux éthiques de la nutrition artificielle pour ces patients en fin de vie. Nous parlerons également de l'hydratation artificielle. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir lors de ce webinaire Ghislain Grodard, qui est cadre de santé diététicien au CHU de Besançon, également président de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Je sais que vous êtes assez nombreux. Également, il y aura Florence Mathieu-Nico, qui est psychologue clinicienne et docteur en psychologie clinique et psychopathologique à l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU de Besançon. Et enfin, Isabelle Martin, gériatre, vice-présidente de notre conseil d'orientation à l'espace de réflexion éthique. Alors, pour commencer, on a pu, lors de votre inscription, vous avez pu poser toutes vos questions. Donc, on a essayé de vous proposer un déroulé qui permet de répondre à toutes vos questions. Mais vous avez également la possibilité, en bas de votre écran, de nous poser vos questions via l'onglet Q&R. Et puis, on essaiera d'y répondre. Alors, peut-être pour commencer tout de suite, le contexte, on va un peu contextualiser ce webinaire et déjà expliciter le titre de celui-ci, Nutrition artificielle chez les personnes en fin de vie, âgées ou malades. Alors, dans un premier temps, est-ce que Ghislain, tu pourrais nous expliciter, nous définir ces termes, nutrition artificielle et personnes en fin de vie, puis après, Isabelle, la spécificité de la fin de vie chez les personnes âgées. Oui, merci en tout cas de l'invitation et pour votre confiance. J'aimerais rappeler en petit propos liminaire qu'ici, il n'est pas question de prendre des positions d'experts ou d'autorité sur le domaine, mais avec nos collègues aujourd'hui, on espère en tout cas apporter des clés, des concepts, des éléments qui permettent d'alimenter des réflexions portées à propos, c'est-à-dire des réflexions portées pour des patients en particulier. Donc voilà, il n'est pas obligé en tout cas de recettes, de donner des recettes ou autres, mais bel et bien de faire vivre une réflexion. Alors la fin de vie, la notion, en tout cas, paraît mal définie d'emblée. Il y a intérêt il y a intérêt à la discuter parce que elle joue peut-être un rôle d'euphémisme pour parler de la mort et de la représentation de la personne en fin de vie. En fait, l'expression fin de vie, il faut remarquer qu'elle fait deux omissions. Elle ellipse peut-être déjà l'article indéfini une, en plus de l'ellipse de l'article défini là. On parle de la fin de vie. Parler de la fin de vie efface la pensée de la disparition personnelle. On parle de la fin, mais dans un temps qui serait peut-être un temps objet. C'est aussi dire que personne ne peut parler, sinon au nom de quoi et de qui, de la fin de vie de l'autre. Mais par contre, en tant que soignant, c'est peut-être ce qui nous réunit ce midi, on peut, et c'est notre rôle, on doit l'accompagner, et c'est là où loge notre travail. En tout cas, la fin de la vie d'une personne, c'est une expression qui désigne ces derniers moments de vie et qui doit nous amener, nous soignants, à penser la mort d'une personne, de l'interroger, de s'en soucier et de peut-être interroger les conditions de ces derniers moments de vie. Donc la fin de vie a rapport avec, avec la mort, finalement. Et on peut peut-être dire qu'on peut être une personne âgée qui n'est pas en fin de vie, et c'est heureux,
C'est le cas de nombreuses personnes âgées. On va revenir sur qu'est-ce que l'on appelle une personne âgée juste après. On peut dire aussi que la fin de vie concerne aussi les nourrissons dès les premiers moments de leur vie. Et il faut rappeler que la fin de vie peut être aussi très courte, très brève, très brutale, et aussi être longue en fait. Et ceci amène à penser que on peut se positionner et on n'a plus l'habitude d'entendre ce terme de phase palliative. Et là aussi, phase palliative, il faut être vigilant à ce que l'on nomme phase palliative chez un patient, parce que la phase palliative peut être précoce, elle peut être avancée et durer des années, hein. On le voit dans le cancer du sein. Certains cancers du sein peuvent ne pas guérir, mais en tout cas, la phase palliative peut durer jusqu'à 10 ans. Et notre enjeu en tant que professionnel de santé est de permettre les meilleures conditions de vie et une meilleure qualité de vie à ces femmes. Et la phase palliative peut être terminale et agonique. Donc les projets de soins sont à définir en fonction de ces étapes et ça demande, en tout cas, le soin demande à interroger la phase palliative dans laquelle on se situe et va mobiliser des données juridiques, pardon. Dans quel cadre juridique nous plaçons-nous? On va y revenir. Des données médicales, où est-ce que l'on en est du point de vue de la maladie qui va causer peut-être la mort. Et puis, ça va mobiliser aussi l'incertitude, parce que les données d'essais cliniques randomisés, de méta-analyses, eh ben, ne vont pas être suffisantes parfois. Elles ne sont pas des oracles, mais des boussoles qui vont nous permettre d'aiguiller nos réflexions. Voilà ce que l'on peut dire peut-être sur la fin de vie, c'est peut-être, ça manque, on pourrait en discuter encore beaucoup plus, mais ça permet de poser les jalons en tout cas. Maintenant, les questions de nutrition artificielle. Alors là, Cécile, tu peux peut-être lancer le diaporama pour que ce soit clair pour l'ensemble des participants. Qu'est-ce que l'on entend par nutrition artificielle? On a deux voies pour répondre aux besoins nutritionnels d'un patient, hein, qui ne se fait plus par la bouche, mais qui peut se faire par la voie entérale ou parentérale. Ce sont les deux modes de nutrition artificielle que l'on retrouve. La voie entérale, eh ben, du grec entéron, ventre, mobilise le tube digestif. C'est la voie physiologique. On va utiliser la physiologie pour nourrir les patients. Et dans cette voie entérale, différentes voies d'abord sont disponibles. La sonde nasogastrique d'une part, pour des nutritions entérales qui dureraient pas plus de 4 semaines, et la gastrostomie pour des nutritions entérales, des nutritions artificielles qui dureraient plus de 4 semaines. Alors là aussi, il faut se poser des questions, hein. Chez une personne âgée, si on attend une gastrostomie au bout de 6 semaines, on a posé une sonde nasogastrique, on attend une gastrostomie au bout de 6 semaines, on ne va pas reposer une sonde nasogastrique peut-être au bout de la 4e semaine pour patienter encore 15 jours dans l'attente de la gastrostomie. Là aussi, vous voyez, il y a des questions peut-être à se poser en interrogeant le confort et les conditions de pose de sonde nasogastrique. Et puis, d'un autre côté, la voie parentérale, eh bien, on va utiliser ce qui est à côté du tube digestif, donc la circulation sanguine systémique. Et là, vous voyez qu'il y a différents dispositifs intraveineux longue durée qui permettent un accès au réseau veineux profond. On retrouve le cathéter tunnelisé, le cathéter à chambre implantable et le PICC line. Là aussi, hein, la ressource technique dépend aussi des établissements dans lesquels on se trouve, parce que l'accès peut être aussi facilité ou plus difficile pour une voie que pour une autre. Mais ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que la voie physiologique, celle de la nutrition entérale, est celle qui est recommandée, car la plus physiologique, la moins risquée et la plus facile à mettre en œuvre. Contrairement, c'est pas intuitif, hein, la voie parentérale paraît très facile quand on a à disposition un cathéter ou un PICC line à utiliser, mais en fait, les risques et les conditions d'asepsie nécessaires pour la bonne réalisation et minimiser les risques sont difficiles à obtenir. Ce qu'il faut peut-être penser, c'est que nutrition entérale et nutrition parentérale sont des traitements médicaux. Ils sont
distinguer de l'alimentation péros par la bouche finalement. Et quand on parle de nutrition artificielle, de traitements médicaux, il faut dire que l'alimentation relève plutôt d'un soin. Et à ce titre, jamais il est question d'arrêter l'alimentation péros. On va l'adapter, la diminuer, ce qu'on appelle l'alimentation plaisir, confort. On peut faire beaucoup déjà avec une compote, un yaourt, si c'est ce que la personne aime. On n'est plus dans des situations d'optimum nutritionnel. Et on va continuer, si c'est possible, cette alimentation péros. Et c'est là où on a le travail soignant et la créativité soignante pour s'adapter aux capacités d'absorption de la personne. Et les traitements médicaux, on le verra, peuvent, eux, s'arrêter au nom de la loi de 2016, par exemple. Voilà ce que j'avais à dire. Alors juste pour rebondir sur, ce que nous dit, Ghislain, c'est vrai que l'intitulé du webinaire, chez les personnes en fin de vie, âgées ou malades, a posé question, parce que, c'est pas parce qu'on est âgé, qu'on est malade. Alors, quelque part, oui, quand on est âgé, on est plus près de la fin de sa vie, qu'au début, et la première maladie incurable étant la vie. On est tous dans cette situation, d'être sur un fil. Mais chez les personnes très âgées, notamment les résidents d'EHPAD qui sont le plus souvent polypathologiques, qui ont souvent une maladie neurocognitive dont on sait que par définition il s'agit d'une maladie incurable, il est difficile de savoir où va se situer la toute fin de cette fin de vie. Autant dans une maladie cancéreuse qui résiste à la dernière ligne de chimiothérapie, on sait exactement quand on passe de l'autre bord. En gériatrie, on est très étonné par des résidents qui, depuis 1 an, sont dans leur lit, mangent 3 cuillères de compote par jour, et sont toujours en vie au bout d'1 an. On ne sait pas pourquoi ni comment. Et puis d'autres pour lesquels l'évolution est beaucoup plus rapide. C'est extrêmement difficile de faire un pronostic, je trouve, en EHPAD. On a bien sûr quand même des éléments, et notamment la dénutrition protéino-énergétique est un critère bien ennuyeux. Dans les maladies neuroévolutives, l'apparition de troubles de déglutition signe souvent un tournant dans la maladie. Et bon, quand il y a déjà eu 2 ou 3 pneumopathies d'inhalation, alors qu'on est en texture mixée ou gélifiée, on peut se poser légitimement des questions sur le passage vers un accompagnement de fin de vie. Mais l'évolution, elle n'est pas linéaire, il y a souvent des paliers, et il y a des pathologies comme l'insuffisance cardiaque terminale chez le sujet âgé qui, pour moi, sont des vrais mystères, parce qu'un jour, le patient est en plein œdème pulmonaire, on se dit bah, demain, on ne va pas le retrouver. Puis le lendemain, il est assis en train de lire son journal. Et c'est pas évident. Et de toute façon, je pense qu'il est indispensable, mais comme pour tous les sujets en EHPAD, d'avoir une réflexion pluridisciplinaire et une réflexion autant que possible avec le résident, qui est quand même le premier concerné, et avec sa famille pour faire des évaluations régulières du niveau de soins à apporter. Merci à vous deux. Peut-être maintenant, pour encore contextualiser ce webinaire, on va parler des indications de cette nutrition artificielle en termes de bénéfices-risques, et pour l'instauration ou sa poursuite, et pour son arrêt. Ghislain, je te laisse la parole si tu peux nous expliciter un petit peu toutes ces indications. Oui, c'est une bonne façon de poser la question, c'est-à-dire que ce qui nous, euh, ce qui nous, euh, ce qui nous interpelle en tout cas dans nos pratiques, c'est la question de juger de l'intérêt de mettre en place, de poursuivre ou d'arrêter une nutrition artificielle. Et c'est là où le questionnement éthique
d'éthique clinique est intéressant. Un clinicus, du latin clinicus, c'est être au chevet du malade. Et cette éthique consiste à déplacer le regard sur la norme, le lieu du commun, de l'habitude, du geste trop systématiquement réalisé, hein, ce que j'appelle l'activisme en fait, et de la décision trop rapidement prise pour venir interroger et questionner une situation de soins particulière. Et c'est là, hein, il faut donner une définition de l'éthique qui est difficile à cerner pour nombreux de nos collègues, mais l'éthique, c'est d'abord se questionner sur qu'est-ce que bien faire chez ce patient. Et peut-être qu'un premier piège qui serait à éviter, ce serait celui de l'agisme. Ce serait se dire que, oh, elle a 85 ans, c'est pas la peine de lui poser une sonde, c'est inhumain, vous voyez. Eh bien, laissons-la tranquille. Où sont les arguments? Où sont les arguments dans cette situation? C'est pas plus inhumain que ne pas faire une nutrition entérale en se rendant compte a posteriori qu'il y avait des arguments qui auraient pu justifier la nutrition entérale, notamment l'argument qui permet d'améliorer l'état général et la qualité de vie d'une personne âgée dans un contexte de soins. Ce qu'il faut dire, c'est que la comment on appelle, la Société savante européenne de nutrition artificielle, l'ESPEN, en 2016, nous dit que la nutrition artificielle fait partie des soins palliatifs. OK, c'est quelque chose qui est un traitement qui est utile. Quand est-ce qu'il est utile? Isabelle Martin l'a dit, dans les situations de dénutrition. Dénutrition qui est due à des difficultés à s'alimenter par voie péroce, qui est due à une pathologie. Donc c'est la dénutrition, la sarcopénie, hein, la diminution fonctionnelle de la masse et de la fonction des muscles qui participe à la fragilité, à l'altération de la qualité de vie. Tout ça, c'est extrêmement bien décrit. Une fois tout ça posé, ça ne répond pas à notre question quand est-ce qu'il faut débuter, poursuivre ou arrêter une nutrition artificielle chez un patient âgé. âgé. Donc on a des indications, hein, la prévention des escarres, la grabbatisation, la sarcopénie, la dénutrition et sa spirale infernale. On se souvient tous de la spirale infernale de Monique Ferry, hein, qui a très bien qui a contribué à la connaissance de ce problème de dénutrition chez la personne âgée. Et puis la question de qualité de vie. Mais aussi, c'est là où il faut s'interroger en tant que soignant. Et nous avons tous notre part, je pense, de responsabilité. On l'a dit, la collégialité, le multidisciplinaire fait force, c'est rechercher les motifs de ne pas faire. Alors, ne pas faire parce que ça nous arrange, parce qu'on n'a pas de ressources humaines, on n'a plus d'infirmiers, on n'a plus d'aides-soignants, ce qui serait une négligence finalement. Mais rechercher des contre-indications, tout en gérant l'incertitude, hein, comme l'a dit Isabelle, des fois, on a un œdème, des œdèmes pulmonaires, des œdèmes qui seraient une contre-indication à une nutrition parentérale, et le lendemain, on pensait quelque chose, et le lendemain, on a des arguments cliniques qui nous font penser autre chose. Donc, il faut suivre aussi la mise en œuvre de décisions hein, quand on choisit de faire ou ne pas faire une nutrition artificielle. Mais en tout cas, donc on a des contre-indications, la surcharge, les sécrétions avec la nutrition entérale chez certains patients en fin de vie. Et puis les œdèmes pour la nutrition parentérale. On a montré avec l'essai à l'IMCA l'un des l'essentiel, enfin l'essai, c'est l'essai dans le monde. Hein, ne soyons pas trop modestes, un essai contrôlé randomisé en soins palliatifs chez des personnes en fin de vie d'un cancer. C'est très difficile à réaliser parce que ce sont des personnes extrêmement fragiles et il nous fallait un certain nombre de malades chez qui évaluer l'intérêt d'une nutrition parentérale en termes de qualité de vie et de survie. On a recruté des patients, suivi des patients, c'est peut-être c'est plus adéquat, dans plusieurs centres en France, une dizaine, pendant 10 ans. 107 patients, je crois, de tête. Et on a montré, alors on était à la pointe de la significativité des chiffres, mais on a montré que en termes de qualité de vie et de survie, introduire une nutrition parentérale alors chez des personnes atteintes de cancer, hein, pas forcément âgées de plus de 65, 70 ans, mais on a montré qu'il n'y avait pas d'intérêt et que peut-être l'alimentation péroce, même non optimale, allait faire mieux. Pour certains patients, on était 6 mois avant le décès. Hein.
quand même. Vous me corrigez, hein, mes collègues qui ont participé à l'étude aussi. Donc 6 mois avant le décès. Mais la fin de vie, on l'a dit, ça peut être une phase avancée, mais on peut être 2 ans avant un décès. Donc il faut savoir interroger la pertinence à ce stade d'initier, d'arrêter ou de poursuivre une nutrition artificielle. Ce que je voulais dire, c'est qu'on trouve beaucoup de recommandations. Et c'est heureux parce que ces recommandations sont basées sur des données scientifiques. Mais les recommandations ne font pas l'éthicité des soins, ne garantissent pas que des soins soient faits de façon éthique. Alors c'est peut-être un pléonasme, hein, parce qu'un soin, s'il n'est pas éthique, c'est peut-être plus un soin. Mais en tout cas, il faut savoir questionner, remettre en question ces recommandations à l'aune d'une situation de soins singulière, à l'aune d'un patient en fait, et s'interroger sur où en est-on avec cette maladie chez ce patient, quel est le projet de ce patient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut atteindre. Parfois, le projet peut être très modeste, hein. C'est attendre de revoir un proche, un enfant qui est loin pour l'avoir à son chevet. Et tout ça s'aborde aussi avec au centre, non pas des recommandations, mais le patient et ses proches. Je m'arrête là, puis je laisse la parole à mes collègues, peut-être. Donc moi je suis tout à fait d'accord. Donc vous dites il n'est pas éthique d'envisager de ne pas mettre en place une nutrition artificielle faute de moyens, et Dieu sait que l'hôpital et les structures médico-sociales et notamment les EHPAD sont en défaut de moyens et notamment de personnel. Mais je pense que souvent, notamment en gériatrie, on a tendance plutôt à faire les choses parce que ça me prend moins de temps de faire plutôt que de se réunir autour d'une table et réfléchir pourquoi on ne va pas le faire. De même qu'il est plus facile de mettre en place que d'arrêter. Parce qu'une fois que vous l'avez mise en place, en gériatrie, c'est très rarement en parentérale, hein, c'est en nutrition entérale. Une fois que vous avez mis en place votre gastrostomie, comment aller justifier que vous allez l'enlever? C'est très difficile de retirer quelque chose. Donc, je pense qu'il est très important de réfléchir avant et de réfléchir de façon collégiale, pluridisciplinaire, avec, je redis encore, le souhait du résident, la façon qu'il a d'exprimer un assentiment ou pas, et inclure bien sûr la famille dans la réflexion, même si c'est pas elle qui va décider. Tout ça, c'est très important tout au long du parcours. Je pense qu'il y a des indications en gériatrie de nutrition artificielle, la parentérale avec les insuffisances cardiaques sous-jacentes, avec les problèmes septiques que ça peut comporter, elle est très difficile à mettre en place. La nutrition par sonde nasogastrique, si on peut très rapidement la transformer en gastrostomie, c'est mieux, parce qu'aller expliquer à un patient qu'il ne faut pas toucher le sparadrap, qu'il faut rester en position semi-assise pendant tout le temps ou pas sa mixture, et que si la sonde est arrachée, il y a de grandes chances que la mixture passe dans les poumons. C'est compliqué même pour des gens qui n'ont pas des troubles neurocognitifs. Je vais avoir l'air d'un dinosaure, mais quand vous parlez de soins éthiques, quand j'étais interne il y a fort longtemps et qu'on estimait qu'il y avait une indication de nutrition par sonde, on ne posait pas la question au patient, on lui mettait la sonde et on lui attachait les 2 poignets aux barrières. Heureusement, maintenant, ça va scandaliser tout le monde, mais on reste des fois sur des compromis. On met la sonde et s'il l'arrache 3 fois, on va considérer que c'est un refus et on va arrêter de la mettre. Parce qu'il y a effectivement toute la problématique des troubles neurocognitifs, de l'autonomie et de savoir si un résident ou un patient accepte ou pas ce type de soins. C'est effectivement très difficile d'avoir un consentement éclairé chez un patient qui a des troubles cognitifs, mais ça ne dispense pas d'une information.
Il y a de toute façon dans la maladie cognitive, surtout quand apparaissent des troubles de déglutition, une non-indication en général à mettre une nutrition entérale. Les études ont montré une surmortalité et une absence complète d'amélioration de la qualité de vie avec ce type de nutrition. C'est souvent, on a tendance à dire il a des troubles de déglutition, donc on va lui mettre une sonde ou une gastrostomie. Or, la sonde nasogastrique ou la gastrostomie majore le reflux et le risque de pneumopathie d'inhalation. Dans une étude qui n'est pas récente, c'est 50% de pneumopathie d'inhalation à 1 mois. Donc, c'est sûrement pas le garant que le patient n'aura plus de troubles de déglutition. Alors, pardon Isabelle, on a une question. Est-ce que tu pourrais préciser quelles sont les indications évidentes en nutrition entérale ou parentale en gériatrie? Dans quelle situation ça a prouvé son efficacité chez le patient âgé et fragile? Alors, en phase aiguë, potentiellement curable. Par exemple, quelqu'un qui a fait une septicémie, qui est resté longtemps alité, qui a des escarres, toutes les situations de dénutrition par hypercatabolisme et la plus grande source d'hypercatabolisme chez le sujet âgé, c'est l'infection. Une infection qui va en général, en plus, quand on est infecté, on n'a pas faim, donc il y a une diminution des apports et en plus, il y a une surconsommation par l'organisme des calories apportées. Là, à l'évidence, il faut apporter en plus énormément de protides et c'est pas forcément ce vers quoi se penchent les personnes âgées. Donc, pour passer un cap, une phase aiguë pour que des escarres cicatrisent, c'est pas avec la moitié d'un plateau repas que des escarres vont cicatriser. Mais c'est uniquement chez des patients pour lesquels on souhaite passer une phase aiguë avec une espérance d'un retour à une qualité de vie satisfaisante après. Merci. Alors, peut-être pour enchaîner sur ces fameux enjeux éthiques, parce que c'est quand même notre cœur de métier, on a eu une question par rapport, effectivement, comme tu l'as dit, Isabelle, aux troubles cognitifs et de savoir, voilà, comment faire avec ces patients qui ont des manifestations des fois aléatoires et puis, est-ce qu'on respecte bien leur autonomie et comment on le fait? Peut-être, Florence, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur cette différence entre refus et opposition de ces patients? Oui, merci Cécile, et puis merci Ghislain et Isabelle pour ces éléments de cadrage sur les indications et la spécificité de la nutrition artificielle en fin de vie. Finalement, pour rebondir sur ta question, Cécile, c'est comment faire face à un refus de soins et quelle attitude adopter en tant que professionnel. D'ailleurs, est-ce que l'analyse de notre situation peut être influencée par le fait qu'il s'agisse d'un refus ou d'une opposition aux soins? Alors, avant de répondre à cette question, ça me semble important de questionner la place de l'autonomie. On en parlait tout à l'heure, puisque on s'intéresse aux personnes qui ont aussi des troubles cognitifs. Si le refus de soins et de traitement est reconnu en France par la loi et qu'il est de fait un droit pour toute personne malade, il apparaît légitime de s'interroger sur l'opposition aux soins et aux traitements et au sens qui est associé. La question du principe d'autonomie me semble centrale ici. La personne est-elle autonome dans l'expression de ses refus et de ses oppositions aux soins? Dans la décision médicale, pour le patient, l'autonomie fait référence au droit à donner son consentement libre et éclairé pour la réalisation des soins. Mais l'autonomie présente des limites. Elle doit amener les professionnels à rester vigilants, à ne pas l'imposer comme un principe, à soutenir envers et contre tout au nom du droit de la personne à rester maîtresse d'elle-même indépendamment de la maladie. Il faut savoir, il me semble, l'accompagner en restant à l'écoute de ses désirs, de ses valeurs, au-delà des dimensions cognitives possiblement altérées. L'autonomie, dans ce cas, pourrait se définir dans la relation aux autres, intégrant les médecins, les soignants, les professionnels impliqués dans le soin. Dans ce cas, l'autonomie pourrait être qualifiée d'autonomie relationnelle. L'article de Thomas Tanou, qui est référencé dans la bibliographie, je trouve, l'explique assez bien.
ce qui impliquerait finalement la prise en compte de la capacité à faire ce que la personne malade choisit malgré la pathologie. Dans cette perspective, les soignants se doivent de permettre l'accomplissement d'une autonomie au travers de la relation de soins et via une écoute mutuelle. Alors, des conséquences notables sur la prise en charge peuvent émerger lorsque l'autonomie s'exprime au travers des oppositions de soins et des refus de soins. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre opposition et refus? Et ça me semble important parce qu'on n'a pas le même comportement, on n'a pas la même attitude selon qu'on nomme une opposition ou un refus. Alors, le concept d'opposition se définit en lien avec la contradiction, les affrontements, le fait de résister. La Haute Autorité de la Santé définit d'ailleurs l'opposition comme, je cite, un trouble psychocomportemental perturbateur, particulièrement fréquent dans le cadre des maladies neurodégénératives ou dans certains handicaps sévères. L'agitation caractérise l'opposition, dont les causes sont en lien avec des vécus de frustration ou à une lutte que se livre l'individu face à une menace dont la manifestation serait l'agressivité. C'est intéressant, je trouve, parce que l'opposition aux soins serait alors avant tout réactionnelle, si on prend en compte cette définition. En psychologie, l'opposition, en fait, s'avère être l'effet d'une rencontre traumatique avec l'autre, et c'est ça que je trouve intéressant, sans pousser trop loin en psychologie, mais poussant le sujet à exister par le biais de conduites d'opposition qui seraient un dysfonctionnement nécessaire. Et c'est en ça que je trouve que la définition de l'opposition comme un dysfonctionnement nécessaire est intéressante. Du coup, en le considérant comme opposant, les soignants ne peuvent plus l'entendre ni le considérer et faire fi de l'opposition en l'associant à un trouble. Alors, le concept de refus de soins, quant à lui, se définit comme une contestation, le fait de ne pas consentir. On parlait de la loi tout à l'heure du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, qui dit « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ». Elle dit aussi « le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité ». Une démarche éthique nous incite donc à réfléchir sur la nécessité d'accueillir une parole de refus comme réellement signifiante et à l'ouverture au dialogue nécessaire. Le refus de soins faisant partie de la relation soignant-soigné, et ça me semble quand même assez fondamental. Tout à l'heure, Ghislain définissait l'éthique, engageant ce qui est le mieux, je crois que tu disais, à faire pour ce patient. Et du coup, l'enjeu majeur ici est certainement d'inscrire le refus de soins dans une relation et dans un dialogue singulier. Hein. On en revient à la relation comme le cœur du soin, pour le coup. Pour rebondir sur ces propos et puis sur le message que je viens de voir de Dominique Manière, qui est un éminent gériatre et qui dit qu'il est extrêmement rare qu'une personne, fût-elle très atteinte de troubles neurocognitifs, ne puisse pas exprimer le fait qu'elle accepte pas une nutrition. Je suis tout à fait d'accord avec lui, même quand il n'y a plus de possibilité de communication verbale, il y a quand même des signaux renvoyés par la personne, une communication non verbale, et une équipe soignante proche des résidents arrive quand même le plus souvent bien à détecter des signaux de refus, d'opposition, quelqu'un qui tourne la tête systématiquement quand arrive la cuillère, ou qui ferme la bouche, ce sont quand même des signaux très forts. Et je pense aussi que le refus de soins, si on peut pas simplement dire bon ben voilà, il refuse, on arrête, c'est trop simple. Je pense qu'il faut aller chercher ce qu'il peut y avoir en dessous. La première des choses à chercher, c'est un état dépressif, et on a le droit d'avoir des troubles cognitifs et d'être déprimé. Et il est indispensable de savoir détecter l'état dépressif derrière un trouble neurocognitif. Et puis, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles un résident se met à ne plus manger, qu'il faut rechercher à travers un examen médical soigneux. Ça peut être des médicaments.
Il y a beaucoup de médicaments qui ont des effets anorexigènes. Ça peut être des troubles de déglutition qui passent inaperçus, mais qui vont gêner le résident et qui vont faire qu'il va moins s'alimenter pour éviter d'être gêné. Ça peut être un immense fécalome. Si vous avez le ventre plein, bah forcément, vous n'avez pas faim. Ça peut être une bête mycose buccale. Ça peut être un reflux. Ça peut être un ulcère gastro-duodénal qui, souvent, chez la personne âgée, ne fait pas mal, mais par contre, rend nauséeux et anorexique. Donc, on ne peut pas se contenter de dire « il ne veut plus manger ». Il faut aller voir s'il n'y a pas des raisons sous-jacentes. Après, moi, il me semble que dans un monde où il n'y a vraiment plus beaucoup de liberté et où il n'y a eu qu'une succession de deuils chez la personne âgée qui arrive en EHPAD, l'ultime liberté qui reste aux résidents, c'est d'arrêter de manger. Alors, peut-être pour aller plus loin, une question qui nous est posée, quel est le rôle à jouer pour la personne de confiance dans ces situations-là? Quel est son rôle? Il me semble que c'est une très bonne question. La personne de confiance, justement, si elle est nommée personne de confiance, c'est qu'elle a une connaissance de l'individu qui pourrait éclairer les professionnels. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a été sa vie? Qu'est-ce qu'elle exprime? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qui, de son point de vue, peut faire sens? Peut être un non-sens? Je pense que la personne de confiance peut être tout à fait éclairante dans ce cas-là et apporter des éléments, en tout cas, de compréhension pour les soignants. Il faut, pour compléter, hein, j'aimerais bien citer Cécile Besset qui est médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs, et j'ai ce souvenir d'elle en réunion, en concertation collégiale, quand le patient peut plus s'exprimer, hein. La loi nous dit, réunissez-vous, soignants, alors, en plus des proches, hein, qui peuvent nous dire des choses, mais en réunion collégiale, à un moment, elle nous dit: «Mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'est-ce qui était important pour elle?» Et notre mission de soignant, c'est d'aller tenter de répondre à cette question en allant, s'il n'y a pas de directive anticipée, s'il n'y a pas de personne de confiance, et ben, aller voir les proches et avoir entamé un dialogue sérieux avec eux pour essayer d'avoir, un regard le plus précis possible sur, ce qu'aurait voulu, peut-être, cette personne pour, sa fin de vie, et essayer de, sur ces éléments qui peuvent être nombreux, fournis, mais de prendre une décision sur l'idée d'entamer, d'arrêter un traitement. Ça peut être le traitement, un traitement antibiotique, hein, pour, dans le cadre d'une infection. Est-ce qu'on prend le choix de traiter et de passer ce cap chez cette personne compte tenu de sa situation? Et ça peut être la nutrition artificielle, aussi. Alors, juste pour me permettre de rebondir aussi, alors évidemment, la personne de confiance, les directives anticipées, c'est extrêmement important, mais les directives anticipées qu'on rédige quand on n'est pas malade ou au début, à l'annonce d'une maladie, je pense que si elles étaient rédigées plus tard dans l'évolution de la maladie, elles ne seraient pas forcément les mêmes, dans le sens où il y a une formidable capacité d'adaptation de l'être humain et j'ai rarement entendu des gens dire « Ouais, j'espère qu'un jour j'aurai la maladie d'Alzheimer et que je serai en EHPAD ». Pour la plupart des gens, c'est la catastrophe absolue, puisque être en perte d'autonomie, c'est dans notre société la catastrophe absolue. Or, on s'est rendu compte que la qualité de vie des résidents en EHPAD était bien meilleure que celle qu'on imaginait, et donc on a aussi tendance à faire nos propres projections. Et même quelqu'un qui était très indépendant chez lui, une fois malade, il va peut-être avoir évolué et ne plus avoir les mêmes demandes que ce qu'il aurait pu avoir quand il n'était pas malade. Ce que je veux dire, c'est que les directives anticipées, c'est bien sûr un guide et c'est très important, mais il faut savoir les réinterroger, et ça ne dispense pas de se réinterroger sur la position que pourrait avoir le patient ou le malade au moment
où on se pose la question de l'arrêt des traitements, par exemple. Et la personne de confiance, bien sûr, elle va relayer ce qu'était le malade avant. C'est quand même souvent quelqu'un de la famille. Et c'est bien important de redire que ce n'est pas la personne de confiance qui prend la décision au final, parce que ça serait affreux qu'elle en ait la culpabilité. Et c'est pour ça qu'au final, c'est pas pour être le chef. Si c'est le médecin qui prend la décision, c'est parce que c'est aussi lui qui emporte la responsabilité et qu'il ne faut pas se dédouaner au travers des familles. Et puis, mais ça, je pense que vous allez l'aborder, il y a tellement le rôle symbolique de l'alimentation, on ne parle pas de la nutrition, mais de l'alimentation, que renoncer à la nutrition chez quelqu'un qui ne peut plus s'alimenter va faire émerger les questions, mais il va mourir de faim, il va mourir de soif. Et pour une personne même de confiance qui connaît bien le patient, si c'est une proche de la famille, ça peut être extrêmement difficile à vivre tant qu'on n'a pas pu expliquer que même en l'arrêt de ces traitements, puisque la nutrition artificielle et l'hydratation artificielle sont des traitements, non, son proche ne va pas mourir de faim ni mourir de soif. Peut-être, voilà, on va prendre un petit temps après pour répondre à vos questions, mais pour continuer dans ce que l'on avait prévu, est-ce que, voilà, cette affirmation de «Oh, vous n'allez quand même pas laisser mon proche ou quelques professionnels, on pourrait le dire, laisser mourir de faim le patient». Et du coup, à cette affirmation-là, qu'est-ce que l'on peut répondre et en quoi finalement la mise en place d'une alimentation, d'une nutrition artificielle peut être vue comme une obstination déraisonnable? Alors, je vais juste, parce que je ne vais pas monopoliser la parole et je pense que Ghislain sera le plus à même d'expliquer en quoi le fait de ne pas recevoir de calories, ni même de recevoir d'hydratation, peut non seulement ne pas engendrer de faim et de soif, mais peut être bénéfique pour le patient. Sur un plan éthique, donc vous connaissez tous la loi Leonetti 2005 et la nouvelle loi de 2016, l'obstination déraisonnable est interdite par la loi. C'est le fait d'entreprendre des actes médicaux ou des traitements alors qu'ils n'auront aucun effet positif sur le patient en fin de vie, qu'ils sont disproportionnés face à la situation vécue par le malade ou qu'ils apparaissent comme inutiles. Et là, on a bien vu dans l'étude de Ghislain, comme dans les études sur les maladies neurocognitives, que cette nutrition artificielle n'apportait aucune amélioration, ni en termes de qualité de vie, ni en termes de quantité de vie, et donc peut être considérée comme de l'obstination déraisonnable et donc interdite par la loi. Maintenant, comment expliquer aux proches que le patient ne va pas mourir ni de faim ni de soif? J'ai peut-être Ghislain l'expliquer. Oui, je peux rebondir là-dessus, hein. C'est vrai que on a un débat sur la fin de vie en France qui est très prégnant et c'est heureux. Et Corinne Pelluchon, philosophe et que j'ai eu comme professeur, rappelait quelque chose. Elle a écrit un article en disant, OK, débattons, mais sur une assise solide qui est celle de l'existant et de la loi existante. Effectivement, la loi de 2016 permet d'arrêter un traitement quand il peut paraître jugé disproportionné et inutile et qu'il a le seul but de maintenir en vie une personne. Après, revient à une équipe de soins et nous avons le devoir, tous ensemble, de définir si ce traitement est déraisonnable chez ce patient. Et c'est là où les choses se compliquent, hein, mais c'est ce qui fait quand même tout le sens de nos métiers. Et juger en tout cas d'une nutrition artificielle, de la mise en place, hein, ou de son arrêt selon le critère de la croyance très ancrée, très forte de mourir de faim, peut être hasardeuse. Il faut, je l'ai dit, hein, mourir de faim est une croyance. On ne meurt pas de faim, on peut mourir de dénutrition. Et en général, cette dénutrition est causée par la maladie évolutive qui pousse la personne au décès. Donc, si à un moment on accepte de ne pas nourrir une personne parce qu'on considère que ça ne fait plus sens, que ça devient déraisonnable, il faut en tout cas
en équipe déjà être très clairs tous ensemble sur l'idée que non, on va pas créer, on va pas laisser la personne mourir de faim. On lutte contre l'obstination déraisonnable et la perte de sens. Après, il faut bien avoir conscience, il faut déjà travailler ça par rapport à soi-même et en équipe, et ensuite, il faut le travailler par rapport à la famille, aux proches. Et c'est là où il faut avoir un dialogue ténu, nourri, continu avec eux. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'a jamais entendu, enfin rarement entendu des personnes en fin de vie dire faites quelque chose, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Oui, peut-être, mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Plutôt non, parce que, comme dans le cancer, on a des signaux anorexigènes par le cancer qui fait que la personne n'a pas faim. Et si par contre la personne exprime j'ai faim, là on a un devoir éthique de nourrir la personne par la bouche en premier lieu, et si on n'y arrive pas par la bouche, par voie artificielle, parce que là ça serait inhumain, effectivement. Mais il faut savoir que dans la majeure partie des cas, les personnes n'ont pas faim. Et le fait d'arrêter une nutrition artificielle, le corps va produire, avec ce qui reste peut-être de réserve, va produire des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont permettre d'alimenter le cerveau en énergie et en même temps d'abolir toute sensation de faim. Et par contre, laisser une légère hydratation sous-cutanée glucosée, il faut savoir que ce geste, ce traitement de traitement sous-cutané, d'hydratation sous-cutanée, de glucose, va couper la production de corps cétoniques et peut-être lever un mécanisme de protection qui est celui de ne pas générer la faim chez des personnes. Il faut avoir ça en tête. D'une part, lutter contre nos croyances, accompagner les croyances des patients et de leurs proches, de la famille, et puis savoir que quand on arrête toute nutrition, quand il n'y a plus d'alimentation péros, la personne ne meurt pas de faim, de dénutrition, mais surtout de sa maladie. Mais on va accompagner vers le trépas. Et la sédation profonde et continue que permet la loi Leonetti peut permettre de soulager la détresse aussi qui va accompagner détresse psychologique de la personne si elle est consciente. Et ça aussi, c'est une possibilité et que peu de personnes connaissent dans le grand public, cette sédation profonde et continue. C'est un moyen qui est à disposition. Et là aussi, je pense qu'il faut former les soignants, informer le grand public, parce que voilà, il y a des possibilités. Ça reste des possibilités à mon sens. Il faut savoir les utiliser avec intelligence, raison, et en respectant voilà, l'autonomie et la volonté des personnes. Je me permets juste de rebondir sur l'hydratation, parce que souvent on arrive à expliquer aux familles que la personne ne va pas mourir de faim, qu'elle n'a pas faim du fait de sa pathologie. C'est quelque chose qu'on arrive à faire comprendre. Par contre, l'arrêt de l'hydratation, c'est plus difficile à faire comprendre, alors que ce qui est très important, c'est d'expliquer que les soins de bouche sont primordiaux. Ce qui est très désagréable, c'est d'avoir la bouche sèche, et que ça, c'est évidemment extrêmement important. Enfin, moi, j'ai eu tendance à dire, voilà, on va mettre une toute petite persécute, genre compassionnelle, genre, voilà, la famille verra qu'il y a un petit tuyau, ça va les rassurer. Et effectivement, surtout si vous mettez du glucosé dedans, en fait, vous interrompez tout l'effet bénéfique des corps cétoniques, l'effet du coup antalgique des opioïdes liés à la déshydratation, et en fait, on prolonge l'agonie, alors qu'on croyait simplement bien faire et aider au moins la famille. Donc, on a aussi, même en tant que soignant, encore des croyances, je crois, à combattre. Je voyais passer un petit message sur le rôle du médecin coordonnateur dans l'évolution des directives anticipées. Bien évidemment, il est fondamental. Et puis, sur l'alimentation plaisir, qu'il y aurait des progrès à faire parce qu'il n'y a pas que le yaourt et la compote dans la vie. Et effectivement, les CNO, les compléments nutritionnels, nous, on avait une diététicienne qui nous obligeait à tous les goûter. Et alors, franchement, j'en ai jamais trouvé un de bon. Ça a un goût de protéines épouvantable. Le but en fin de vie, c'est pas d'avoir des protéines, c'est d'avoir quelque chose d'agréable dans la vie. Donc, effectivement, c'est pas le Fortimel, enfin, je voudrais pas citer une marque, mais n'importe lequel, qui va répondre à l'alimentation plaisir, je pense. Oui. Oui, Vas-y, Florent, Cécile, j'allais te pardon. poser la question justement de ces représentations de Ouais. l'alimentation, parce que c'est quelque chose qui se joue, qui est très présent. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu quelles sont-elles? Oui, oui, tout à fait. Je vais expliciter ceci.
Pour rebondir aussi sur ce que Ghislain et Isabelle viennent de préciser, effectivement, les représentations sont extrêmement fortes et que ce soit chez les professionnels de santé, chez les patients eux-mêmes, chez les familles. L'explication, en tout cas, de ce que vous venez de dire, et puis le fait que ça soit accessible, hein, que la famille puisse l'entendre aussi est extrêmement importante. Et puis l'étape d'après, j'aurais envie de dire, c'est que quand c'est compris, c'est aussi permettre aux familles de jouer leur partition, entre guillemets. Et peut-être là, un peu d'explication sur les représentations est important, mais c'est leur permettre d'être dans l'action, dans une forme d'agir, chose qu'ils sont souvent quand ils nourrissent. Et donc, après l'explication, c'est comment les intégrer à cet acte nourricier qui, on va le voir, est avant tout relationnel, hein. Donc là, il y a peut-être, dans les questions qu'on a pu voir émerger lors de l'inscription au webinaire, est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour communiquer autour de l'alimentation? Je pense que les trucs et astuces, c'est aller sur qui est la personne effectivement, comment est faite la relation aussi de cette personne avec ses proches, et puis comment le professionnel de santé peut arriver à faire des jonctions entre les enjeux de sa posture professionnelle et puis la relation qu'il y a avec cette famille. Alors pour revenir, et je vais essayer d'être rapide hein, sur les questions des représentations, on a pu observer dans les différentes études, mais aussi dans la pratique clinique, que l'acte de nourrir occupe une place aussi forte, on l'a vu chez les patients, leurs familles et leurs proches, que chez le médecin. La petite hydratation sous-cute compassionnelle, mais même là, si on parle d'alimentation, c'est exactement la même chose finalement. La dimension symbolique chez tous reste très proche des préoccupations de survie, où l'acte de manger vient fantasmatiquement contrer le processus de mort. Alors la notion d'oralité, Ghislain t'en parlait tout à l'heure, effectivement, elle se concentre sur et autour de la bouche. Et c'est associé au plaisir de vivre. Alors rire, embrasser, parler, mais aussi se nourrir et ne pas s'isoler. L'oralité, elle permet de se toucher soi, mais aussi de toucher l'autre, de communiquer de plusieurs façons. Alors, c'est important car dans l'étude à l'IMCA, dont a parlé Ghislain tout à l'heure, on a vu que toute atteinte à tout ou partie de cette fonction génère une perturbation dans le repérage de la personne par rapport à elle-même et par rapport à son environnement. Alors, se nourrir est un acte symbolique et social. Effectivement, cela s'inscrit dans une famille, elle-même ancrée dans une histoire, on est toujours dans le qui, une société, une tradition avec ses valeurs morales. On peut dire que manger permet de forger des liens identificatoires avec l'identité collective. Alors la question de l'alimentation, quand l'action de se nourrir devient difficile, paraît existentielle et elle est accompagnée souvent d'une grande source d'angoisse. Bien souvent, les patients et leurs familles font face à ces angoisses où la peur de maigrir et donc de disparaître est de plus en plus présente. On sait, alors d'après Freud, mais que les procédés d'alimentation vont créer et solidifier les premiers liens affectifs à la mère ou aux parents nourriciers. La fusion maternelle avec son enfant dès la naissance va permettre à ce dernier de survivre grâce à la nourriture, certes, mais surtout grâce à l'amour qui lui est donné lors de cette action de nourrissage. Alors Freud faisait référence à toutes les expériences concomitantes, mais elles me semblent importantes, être porté, être serré contre le corps, sentir la chaleur, l'odeur, et le tout accompagné d'un bain de parole. Alors Winnicott, je sais aussi que Ghislain t'en parle régulièrement, mais justement, il va plus loin dans l'apport de cette notion, et il est à l'origine de l'affirmation qu'un enfant tout seul, ça n'existe pas. C'est intéressant cette notion. Et ainsi, l'alimentation est dès le départ associée à la pulsion de vie et d'attachement qui favorise le plaisir de la communication. Alors on peut dire que les représentations symboliques de chacun vis-à-vis de la nourriture vont dépendre de ce qu'on a vécu dans nos premières relations. On hérite donc des représentations sociales et symboliques ainsi que des croyances de ses parents, de son milieu. L'alimentation détient une place prépondérante et presque sacralisée. Alors, finalement, ça témoigne du lien relationnel à l'autre et de l'angoisse d'abandon si l'oralité n'est plus partagée avec un autre. C'est ça aussi qui est intéressant.
Et peut-être, on peut faire le lien aussi avec l'étude ancillaire d'Alimca, qui était une étude annexe, où finalement on s'est intéressé donc il y avait deux bras, hein, c'était une étude contrôlée randomisée, avec un bras où les patients étaient randomisés dans le bras nutrition parentérale, et les autres patients pouvaient être randomisés dans le bras prise orale exclusive. Et dans l'étude ancillaire, dans l'étude annexe, on s'est intéressé aux patients dans le bras nutrition parentérale. Et pourquoi ils refusaient ou pourquoi ils acceptaient ce mode d'alimentation. Ce qu'on a pu voir, alors vraiment dans les grandes lignes, avec effectivement des échantillons restreints, mais quand on est sur du qualitatif, on s'intéresse surtout à ce que peuvent dire les personnes et on n'est pas en termes de représentativité du nombre. Mais les grandes tendances quand même qui émergent, c'est que les patients qui n'avaient pas de proches dans le parcours de soins avaient tendance à accepter cette nutrition artificielle et à investir le soignant qui la posait ou le médecin qui était prescripteur comme la nutrition artificielle objet de la relation avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'était pas un résultat qu'on avait prévu, hein, mais les patients qui avaient des proches dans le parcours de soins qui étaient très présents refusaient ce mode d'alimentation-là pour garder cet investissement avec l'autre, garder le lien oral sublimé, si je puis dire. Donc vraiment, je pense que la relation, elle est centrale hein, dans la question de l'alimentation. Et tout l'enjeu est en fait de réfléchir sur les contours de cette relation et de la valoriser. Je pense que c'est ça qui est primordial autour des représentations où finalement on pourrait en dire beaucoup. Hein. Donc voilà, finalement, comment on peut être acteur dans la prise en soin de son proche ou de son patient en excluant l'alimentation, Tout à fait. avec cette mise de relation finalement. Tout à fait. Et puis on le voit aussi dans certains EHPAD, hein, dans la pratique clinique où on assiste à des véritables garde-manger des fois dans la chambre des patients, enfin des résidents. Et puis ces soignants qui sont mal par rapport à ça et qui sont en tension parce qu'ils savent potentiellement qu'il y a des risques de fausse route, ils ne veulent pas avoir une responsabilité dans cette nourriture qui pourrait être donnée, qui pourrait faire l'objet d'une fausse route. Et souvent, il y a une opposition qui va se créer, des tensions qui vont se créer entre les professionnels et la famille. Une famille qui dit « mais moi, je sais ce qu'il aime ». Et les professionnels qui disent « mais moi, je sais ce qu'il faut ». Et chacun dit « je sais, moi, ce qu'il faut, finalement, je sais ce qui est le mieux ». Et là, personne se rencontre, vous voyez. C'est pour ça que c'est important de pouvoir, on parlait tout à l'heure de l'alimentation plaisir, mais je pense que là, il y a encore le niveau au-dessus qui est définir le projet de soins, définir le projet médical et d'identifier ce qui est possible, les éventuelles prises de risques, etc. Mais en tout cas, la famille a une place à jouer là-dedans. Et peut-être que les soins de bouche, ça peut être une manière pour la famille d'être dans l'action, dans la dimension orale, qui leur permettent de ce que je nommerais jouer leur partition par rapport à tout ce qui leur échappe hein, en tant que proche. Eh bien justement, il y a une diététicienne qui nous parle, qui propose souvent à la famille de participer aux soins de bouche ou massage ou lecture ou ce que le patient aime, afin de compenser l'acte alimentaire qui pour eux est le symbole de la vie. Ils restent ainsi actifs autour de leurs proches. Voilà. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est vrai, de toute façon, l'EHPAD, hein, c'est le triangle soignant-résident-famille, avec des oppositions très fréquentes entre famille et soignants qui se cristallisent sur l'alimentation. Mais il y a aussi vraiment des familles qui font peine parce qu'il y a cet acharnement à nourrir leurs parents pour qu'ils restent en vie, quitte à passer outre les consignes par rapport aux fausses routes. Mais si on arrive à leur faire comprendre que voilà, on est dans une situation de fin de vie où cette alimentation, de toute façon, ne prolongera pas la vie, n'améliorera pas le confort, et qu'ils peuvent arrêter d'être les bons petits soldats de l'alimentation et qui peuvent se concentrer plutôt sur le toucher, sur les soins de bouche, sur la parole. Ça peut peut-être aussi les libérer d'une mission qu'ils se sont imposées et pour avoir un accompagnement plus serein de leurs proches en fin de vie, me semble. Ne pas être dans l'abandon. Voilà, tout à fait. Il y a d'autres façons.
que l'alimentation pour être proche de quelqu'un. Et c'est valable pour les soignants aussi, bien sûr. Alors peut-être qu'il nous faut conclure, hein, commencer à conclure. On arrive aux 13 heures. On savait que ce webinaire allait passer très très vite. Et donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire à nos participants pour conclure finalement? C'est que faire dans ces situations-là et qu'est-ce qui serait le plus intéressant à penser? Pour rebondir au propos de Florence, il faut agir dans un contexte où on définit les choses, le projet, ce qu'il se passe, la volonté de la personne, la faisabilité de faire une nutrition artificielle à la maison, par exemple. Enfin, définir. Définir d'une part, discuter, échanger, dialoguer avec la personne, ses proches, sa famille. Et puis, la décision, il faut aussi ne pas oublier de la noter dans le dossier médical et de la motiver, de l'argumenter. Parce que une décision de ne pas faire ou d'arrêter une nutrition artificielle, ben, le soignant de l'équipe qui n'a pas participé à la réflexion parce que c'était l'équipe de nuit, il va falloir, elle va vouloir la remettre en question. Alors peut-être qu'à un moment, il y aura du sens de remettre en question une décision parce qu'il faut la suivre et les choses peuvent changer. Mais il faut consigner en tout cas l'état de la réflexion et les arguments qui ont fait foi à ce moment T. Donc, ne pas oublier d'inscrire ça dans le dossier médical, je pense que c'est important. Et puis ensuite, dire que l'éthique ne se réduit pas au discours. L'éthique, ça se vit. Ça se vit par le dialogue, la collégialité. Quand il y a des problèmes sur une croyance de mourir de faim dans l'équipe, eh ben, le cadre de santé doit être là pour aussi faire d'entamer une discussion, un atelier autour de ça. Voilà, je dis des exemples, il y en a bien d'autres. Et puis l'éthique, ça se vit dans le sens aussi où chaque professionnel et les diététiciens qui nous écoutent ont aussi leur part à jouer. C'est-à-dire que quand on est traversé par un sentiment, une émotion par rapport à une situation, eh ben, il faut la laisser s'exprimer. Parce que la philosophe Jung nous dit que c'est déjà participer et amorcer quelque chose de la réflexion éthique. En faire part au cadre de santé, à l'infirmière, au médecin référent, c'est peut-être amorcer une discussion dont personne n'avait pensé parce qu'on est dans une habitude. Nous, on a l'habitude de faire ça. De mettre en place une nutrition entérale. Si on fait ça par habitude, peut-être parfois on manque notre cible. On ne le fait pas pour le bien de la personne, on le fait par habitude. Et quand on est gêné par quelque chose dans un contexte de soins, cette gêne, il faut en faire quelque chose et l'exprimer parce qu'on le sait, c'est moteur déjà, une amorce de quelque chose et d'une réflexion qui peut faire avancer les choses pour le bien du malade. Mais tout à fait, puis j'irais même plus loin. Je pense que s'interroger collectivement et interdisciplinairement, ça peut être considéré comme un acte de soin. Et je pense que c'est peut-être important de le nommer aussi pour que ça soit aussi investi davantage. Et ne pas oublier la famille, qui n'a pas de rôle de décision, mais qui est, j'ai toujours le dilemme éthique en EHPAD d'intégrer la famille dans le projet de vie, le projet de soins, sans qu'elle soit intrusive, sans qu'elle parle à la place du résident et plus on lui explique, plus elle comprend les choses. En tout cas, on ne peut pas se permettre de l'exclure du projet de soins et lui dire c'est comme ça, on a décidé en équipe et voilà, je pense que c'est très important de travailler cette relation soignant-famille. D'accord, donc ce que l'on peut retenir, c'est vraiment cette cohésion d'équipe, d'une part, et beaucoup d'échanges et une réflexion éthique collégiale dans ces situations-là, en intégrant également la famille pour mener ces projets-là. Et que tous les soignants soient convaincus qu'on ne laissera personne mourir de faim et de soif. Très bien. Eh bien, merci à vous de vous être rendu disponible pour ce webinaire. Alors, il sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Vous retrouvez toutes nos informations sur notre site Internet. Je vais également rédiger une synthèse. Et puis, les articles, je vais vous laisser également les articles des études qu'on a pu nommer à l'INCa, l'étude ancillaire à l'INCa. Et puis, voilà, tout ce qu'on a pu nommer, vous pourrez les retrouver sur notre site Internet également. Merci beaucoup à tous. Et puis, je vous dis à bientôt parce que le prochain webinaire, il aura lieu le mardi 26 septembre et nous parlerons de la polymédication chez la personne âgée de 12h30 à 13h30. Donc, je vous dis à bientôt.